Ailleurs, ces images seraient banales. Elles sont presque insolites en Algérie. Pendant la guerre civile, il n'y avait que les contrebandiers qui se risquaient en mer. Du coup, le simple fait de naviguer faisait de vous un suspect. Imaginez une plage, avec toutes ces nuances de bleu, ces ados qui pianotent, et ce qu'il faut de bikini, de tatouages et de frimes. Une plage d'été, comme il y en a des milliers en Méditerranée. On dirait la France ou l'Italie, et c'est l'Algérie. L'Algérie, géant africain et géant maritime, le plus grand littoral du Maghreb. 1600 km de côte, entre Maroc et Tunisie. Vu du ciel, c'est un paradis sur terre. Avec des forêts vierges, un relief affolant et des dunes à perte de vue. Sous l'eau, il y a foule, des espèces qui deviennent rares plus au nord, en France ou en Espagne. Mais sur l'eau, c'est un peu le désert. Pas de voile et peu de moteurs. Pour les Algériens, la Méditerranée n'est pas encore une évidence. La guerre civile est passée par là. Mais aujourd'hui, tout un pays se tourne vers le large. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. L'histoire de 4 Algériens, 4 visages qui regardent la mer. Il y a d'abord Samia, la plongeuse. J'arrive! Samia, la féministe, la première femme à avoir gagné ses galons de moniteur. En fait, les gens de la mer, ils connaissent la mer, mais ils ne connaissaient pas la plongée. C'est une femme qui est venue leur apprendre la plongée. D'ouest en est, Samia nous emmènera sur les meilleurs spots de plongée. Mais nous aurons aussi d'autres guides pour ce grand voyage. Abdel, le cuisinier, partira pour un tour d'Algérie des meilleures recettes de poissons. Regardez-moi ces belles crevettes rouges. On dirait qu'elle est en train de me parler. Du sel et du poivre, c'est tout. Elle a besoin de... Si vous lui faites quelque chose, elle s'énerve. Nous suivrons aussi Karim, l'écolo, dans ses balades à couper le souffle. On se bat pour donner aux générations futures ce genre d'endroit qui est vraiment magnifique. Sans nature, pas de futur. Sans nature, pas de futur. Sans nature, enthousiasme. Bravo les filles, bravo. L'Algérie est un pays jeune. C'est une force si chacun trouve sa place. Mohamed, la nouvelle star du rail, veut faire bouger les choses avec ses chansons. Avec ma musique, je fais passer des messages. Par exemple, je m'en fiche de savoir si une fille a eu des histoires avant. Tout ça, ça peut faire bouger les esprits. Une plongeuse, un cuistot, un écolo et un chanteur. Avec eux, nous irons de surprise en surprise. Nous embarquerons avec la jeunesse dorée et avec une femme capitaine de pêche. Nous irons à la plage avec les vacanciers et les policiers. Nous verrons les coulisses d'une incroyable criée silencieuse. Nous grimperons dans la Casbah d'Alger et nous plongerons dans des grottes inexplorées. Et puis il y aura des paysages et encore des paysages. D'ouest en est, c'est parti pour un voyage de 1600 km. Une traversée de l'Algérie, ce pays qui avait tourné le dos à la mer et qui aujourd'hui la retrouve. Il n'y a pas grand monde sur la route ce matin. Nous commençons notre voyage à l'extrême ouest de l'Algérie, avec Samia, la plongeuse. C'est un grand jour. Samia va découvrir un spot mythique, l'un des endroits les plus mystérieux du littoral. On va aller plonger sur les îles Habibas. C'est une première pour moi. On va faire le comptage du poisson. Et là, je m'attends à trouver beaucoup de poissons parce que c'est quand même préservé depuis quelques années. C'est que du bonheur, c'est un voyage dans un autre monde.
Samia a rendez-vous dans un petit port de pêche. Quatre plongeurs, 4 gilets, 4 détendeurs. On a 2 bouteilles en plus, 2 bouteilles de sécurité en plus. Hein? Bonjour. Aslama. Je suis à l'heure. Salut Samia, Amine. comment vas-tu? Salut. Ça va? C'est un plaisir de te voir. Bonjour. Attention aux apparences. Ces solides gaillards sont tous d'anciens élèves de Samia. Qui connaît pas Samia dans le monde de la plongée? Hein, Samia, c'est un exemple pour nous. En fait, on suit son chemin et c'est notre bonheur de plonger avec Samia. Allez, en route. Allez, chacun son matériel. Grand bleu et mer calme. Il y a même une escorte, comme un heureux présage. On a de la chance. Oh là là. Ils s'amusent. Magnifique, ça promet plein de belles choses, vraiment. Ils sont là pour te souhaiter la La bienvenue, waouh. Merci. La navigation sera courte. L'archipel est à moins de 10 km de la côte. C'est un sanctuaire, on l'appelle les Galapagos de Méditerranée, comme l'appelait Cousteau. Je vois déjà l'ombre de l'île qui se pointe là à l'horizon. Je suis très émue, je suis très touchée, donc voilà, j'ai hâte d'y mettre les pieds. De ce côté-ci de la Méditerranée, les îles sont rares. Les Habibas font 42 hectares seulement. Mais ce sont les plus vastes de toute l'Algérie. Et surtout, comme les Galapagos, elles sont un petit miracle de biodiversité. Il suffit d'écouter la bande-son. Des milliers d'oiseaux, avec des spécimens rares de faucons ou de goélands. Depuis 2011, les îles Habibas sont protégées. C'est une réserve. Les cabanes de pêcheurs et de chasseurs ont été rasées. Samia et ses amis vont plonger à une vingtaine de mètres. Et ils vont prendre des notes. Là, c'est une simple ardoise avec un crayon à mine carbone. Ensuite, on a des gabarits également, des gabarits de poissons, 1 cm jusqu'à 10, 12, 14, 17 cm. Il y en a pour les sards, il y en a pour les dorades, on en a pour les loups, on en a pour surtout les mérous, le mérou brun, l'espèce emblématique de la Méditerranée, qui est une espèce indicatrice, comme disent les experts, quand le mérou va bien, tout va bien. La petite équipe ne part pas au hasard. Elle va plonger là où des comptages ont déjà eu lieu, pour pouvoir comparer. À la barre, les meilleurs connaisseurs des lieux, les 2 gardiens de l'archipel. C'est mon bureau. Nous, on n'a pas de télé, on a une grande télé. Le plasma qu'il y a là. Allez, tu regardes, regarde. On a agi parce que si ça continuait comme ça, il y avait plein de pêcheurs. Comment ça va terminer? On savait que le mérou et tout, c'est un poisson sédentaire. On savait que d'ici quelques années, ça y est, on le voyait dans les photos, c'est tout. Dis-moi nager maintenant. À tout de suite. J'imagine qu'il y a beaucoup de gorgones, c'est tapissé d'algues, donc forcément qu'il y a de la vie. C'est un espace, c'est un sanctuaire pour le poisson. Voilà. J'ai hâte d'y être. Il y a déjà un bureau en visuel. Non. J'arrive. Première confirmation, du végétal et du corail, il y en a beaucoup. Forcément, les poissons ne sont pas loin.
C'est même un tourbillon de couleurs et d'espèces différentes. Avec, donc, le retour du mérou. Le comptage en devient difficile. Là, on a vu du poisson. Un bond de dinty énorme. Il y avait de tout. Des sarcomins, des dorades grises. Il y avait vraiment de tout. Il y avait tous les poissons. C'était un atlas. Ah, là, c'est excellent. On n'a pas dû compter. Là, il n'y a plus à compter. Là, il faut filmer, après faire un ralenti à la maison pour pouvoir compter. C'est impressionnant. Ça fait comme exactement effet réserve. Là, je retrouve la plongée que j'avais vécue il y a plus de 25 ans. Je voyais autant de poissons. Donc voilà, je suis ravie, vraiment ravie. Et j'ai partagé un moment très fort avec mes camarades. Les Galapagos de Méditerranée ont tenu leurs promesses. Et la politique de protection fonctionne. À terre et sous l'eau, la vie est revenue. Il est temps de retourner vers le continent. Nous retrouverons Samia plus tard, et plus à l'est, avec des aventuriers d'un autre genre. Retour sur la terre ferme, à Oran, juste en face des îles Habiba. Voici Mohamed. Après Samia, c'est l'un des héros de notre histoire. Lui est chanteur. Sur la plage, il ne passe pas inaperçu. Il chante trop bien et son dernier tube a beaucoup de succès. Que Dieu lui donne des millions. Merci beaucoup à toi, Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ce soir, Mohamed est en concert. Mais la plage aussi est une scène. Ici, on ne vient pas que pour se baigner. Tout le monde vient ici pour la plage, pour l'ambiance et la musique. Et puis il y a des filles. C'est aussi pour ça que les gens aiment bien venir là. Regarde, regarde. Ouais, elle est belle. Ici, c'est ouvert, c'est à la française, comme on dit. C'est ça, la mentalité. Il y a des couples officiels, et puis il y a les autres. C'est ça qui est différent à Oran. D'ailleurs, on nous appelle le deuxième Paris. Il y a des boîtes de nuit, des cabarets, des soirées tout le temps. Même en plein après-midi, tu trouves des chanteurs, des DJ. À Oran, la fête, c'est pas que l'été. Des mœurs plus libérales qu'ailleurs. L'explication est peut-être historique. Oran a été espagnol pendant 300 ans. Et il y a quelque chose de latin dans l'atmosphère. Surtout à Sidi El Ouari, le quartier espagnol. Plus bas, en ville, les époques se mélangent. La cathédrale, l'opéra, ou ces barres d'immeubles plantés sur le front de mer par les Français. Oran est la deuxième ville du pays. Mais pour faire la fête, c'est une capitale. Oran a inventé le raï, cette musique de rebelle qui a fait le tour du monde. J'arrive, donne-moi une minute. Le raï, Mohamed en est une des stars montantes.
Son concert va juste commencer. À 24 ans seulement, il tient le tube de l'été, Wai Wai. Voilà, c'est ça, Oran, la nuit. Et encore, là, c'est une fête un peu improvisée, vite fait. Les jeunes sont venus quand ils ont su que j'étais là. Ça fait plaisir de voir que le public me suit. Quand tu dis Oran, tu dis rail et tu dis fête. L'Algérie est un pays jeune. Tu connais la chanson? Ah, ben c'est bien, hein? On a déjà fait les remixes. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme Mohamed, la moitié de la population a moins de 25 ans. C'est à la fois une chance et un défi. Le lendemain, Mohamed nous donne rendez-vous dans un haut lieu d'Oran, le fort de Santa Cruz. Comme vous voyez, c'est Oran. Moi, personnellement, je suis amoureux d'Oran. Je ne peux pas vivre loin d'elle. Moi, j'aime les Oranais, j'aime la ville, ses quartiers, et j'aime aussi la mer. Sans la mer, il manquerait la moitié d'Oran. Je ne peux pas imaginer ça. Oran sans la mer, ce serait comme un enfant sans ses parents. Un enfant blesse ses parents. Tiens, regarde, des meurtrières. Les Espagnols, ils allumaient des feux et ils les lançaient à travers. Si les pierres pouvaient parler, elles raconteraient les combats sanglants entre Espagnols, Ottomans et tribus arabes. Surplombant la baie d'Oran, ce nid d'aigle a été construit il y a plus de 400 ans. En face, c'est l'Europe, une autre forteresse qui attire certains jeunes. Ils partent à l'assaut sur de simples barques. Mohamed ne les comprend pas. Peut-être parce que lui a du travail, et même mieux, une passion avec sa musique. Derrière la mer, c'est l'exil. C'est vrai, il y a des jeunes qui veulent partir, qui se font des idées. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ton propre pays. Pourquoi partir? Ce sont que des enfants, des adolescents sans éducation. Ils se disent qu'ils vont trouver du boulot, mais sur 20 qui vont partir, 2 vont réussir et 18 vont mourir. Et leurs mères pleureront. Crois-moi, on est toujours mieux chez soi. Oui, c'est trop beau, Oran. Pourquoi ça leur suffit pas? Cri du cœur ou réaction de privilégié? Moi, j'ai toujours en tête cette chanson de mon père sur Oran. فراقك صعيب عليا خاطري في الغربة مشطن توحشت انتي ومواليا والملح فقد والقلب حزن يا حسرة ليدوك الوهارنيا شحال صعيب فراق الوطن حب والاصحاب والاهلية ما وش غردية وارن فراقت حتى مالية نروح لواشنطن يا وارن ونزور قاع الدنيا باري لندن ولا بوسطن ما يجونيش كيما انتيا. Le goût d'Oran. On ne le perd jamais quand on est passé par ces marchés. Rue de la Bastille, on trouve de tout. Un bouquet de Méditerranée.
De quoi inspirer notre troisième guide. Après la plongeuse, après le chanteur, voici le cuisinier, Abdel. Il vit à l'autre bout du pays, tout à l'est, près de la Tunisie. Salam alaikum. Bonjour. Ça c'est bon. Vous en mangez beaucoup à Oran, pas vrai? Oui, on en utilise beaucoup ici. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de poivrons rouges dans l'ouest. Contrairement à l'est, où il est pratiquement boudé, ça se justifie par rapport aux influences espagnoles et marocaines. Donc les gens consomment beaucoup dans les tagines, surtout la paella, où vraiment il est maître dans la paella. La paella, un autre héritage espagnol. Il y a 1001 recettes en Algérie. Mais ce qu'Abdel préfère, c'est tout ce qui vient de la mer. Si on prend ces petits beaux rougets, ils sont petits, mais ils sont vraiment beaux. Hein. Ça, c'est délicieux comme poisson. Regardez-moi ces belles crevettes rouges. On dirait qu'elle est en train de me parler. Elle ne demande pas d'artifice, ça. Du sel et du poivre. C'est tout. Elle n'a besoin de rien. Si vous lui faites quelque chose, elle s'énerve. Tout ça, c'est frais. C'est extra frais. Ça, c'est les saourels. On les appelle les saourels charbonniers. C'est des spécimens rares parce qu'on est proche de l'océan. L'océan Atlantique, des eaux plus froides et des poissons plus grands. À l'est, le maximum, c'est ça, même plus gros légèrement. Mais comme ça, c'est rare. Quand je vois les produits de la mer, je suis en transe. Hein. Donc je communique avec eux. Ces produits me parlent, moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent que bienvenue à Oran. Déjà, c'est ça, c'est une. Bienvenue à Oran. Ces couleurs chaudes et ces rues qui dévalent vers la mer. Abdel est descendu jusqu'au vieux port. Notre cuisinier voit plus loin que le bout de sa casserole. Pas de poisson, sans pêcheur. Justement, le Mimi, un bateau de pêche côtière, est en train d'appareiller. Petit détail, à bord, c'est une femme qui commande. Fatima. On est prêt? Vous avez mis le mazout? Ouais, il y a le plein. Fatima. Dis Fatima. C'est pas vrai. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Allez, on y va. ربي يعيشك. توفيق اهلا بك توفيق. وي اهلا بك. صحيح. C'est حاجة magique. Mais c'est magique. Moi, ma femme, quand je lui demande de nettoyer un poisson, tu sais ce qu'elle me répond? Laisse tomber. Et toi, tu aimes la mer, tu aimes pêcher, tu aimes nettoyer le poisson ou le cuisiner. Mais c'est incroyable. Oui, le poisson, je le pêche, je le cuisine, je dors dessus. À force, je sens le poisson, mais il n'y a pas de problème. Une femme dans un métier d'homme. Fatima tient le gouvernail sans aucun complexe, mais avec un petit aménagement. J'ai demandé qu'on avance un peu le matelas. Comme ça, quand je monte sur le tabouret, je m'en sers comme dossier. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est en inox. Oui, tout est en inox. يعطيك الصحة فاطمة vraiment tu es une battante. ربي يخليك. On démarre le bateau. Fatima n'était pas partie pour cette vie-là. Le patron de pêche, c'était son mari. Il y a 20 ans, il tombe malade. Avec 2 enfants à nourrir, Fatima n'a pas le choix. Elle embarque. Depuis, elle n'a plus lâché la barre. Et elle s'est spécialisée dans la pêche à l'espadon, plus rentable. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On va faire une bonne pêche aujourd'hui? Aujourd'hui? Si Dieu veut. Avec l'aide de Dieu, on risque de prendre pas mal de poissons.
Cap à l'ouest. Au large, Fatima a ses coins à elle. Le secret est jalousement gardé. C'est là que l'équipage va faire dériver son filet. Pourquoi tu fais si vite, Fatima? Ah, Tloua. Parce que d'après la vitesse du bateau, la vitesse du vent, donc il faut faire vite parce que sinon le filet risque de s'embrouiller. Soudain, Fatima se prend le pied dans les mailles. Voilà. Attention, arrière. Il s'en est fallu de peu. Entraînée avec le filet, la capitaine serait partie à l'eau. On s'engueule entre nous, mais personne ne se fâche. Si jamais les filets s'en mêlent, tous seront emportés. Il faut faire attention. Le piège est en place. 3 km de filet, à grosse maille, pour ne prendre que les espadons adultes. La pêche sera-t-elle bonne? Inch'Allah. « 2 heures du matin. Il est temps de remonter les filets. L'équipage est tendu. Rentrer bredouille, ce serait rentrer sans salaire. يلا على بركة الله هي يلا زيد يلا 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 زيد زيد خارج خارج جبت الشبكة تاعك بعد جبت الشبكة مليح مليح جبت الشبكة كسمو جبت يا حاج وين ما تحسوش C'est bon, c'est bon. Une belle prise, plus de 40 kilos. Déjà de quoi rembourser le prix du gasoil. Elle est tellement heureuse qu'elle l'a embrassé. Alors, Pourquoi est-ce que tu l'embrasses? Parce que je suis venu exprès pour lui. Ce soir, Fatima a la chance avec elle. Encore plus grande. J'étais fatiguée et là j'ai la pêche. Les marins ont encore 2 km de filet à relever. Avoir une patronne comme patron ne leur réussit pas si mal. En Algérie, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier. Et vous avez réagi comment au début? Au début, on a trouvé ça un peu bizarre. Fatima, elle s'occupe bien de nous. Je suis depuis 1 an et demi avec elle. C'est une femme bien. Au petit matin, la pêche miraculeuse continue. Allez, c'est le dernier. Le poisson roi de Méditerranée n'a pas opposé beaucoup de résistance aujourd'hui. 9 espadons au total. Un joli tableau de chasse. Ou de pêche. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Aujourd'hui, les gens me respectent, où que j'aille. Au début, il n'y avait qu'une minorité qui m'acceptait. Les autres, je ne les écoutais pas.
Moi, je sais ce que je vaux. Et je sais ce que je veux. On me disait, tu vas pas y arriver. Moi, je répondais, rien n'est difficile pour une femme algérienne. Il faut changer les mentalités. Il faut expliquer que tout est possible pour une femme. Fatima ne vit pas dans un village de pêcheurs. Elle habite à l'est d'Oran. Une forêt de béton, pas vraiment tournée vers la mer. Après la pêche, Fatima a invité Abdel, notre cuisinier, pour un dîner typiquement oranais. Salam alaikum. Salam alaikum. Wesh rakum? هذه بنتي. Ça va? Ça va? Bien, bien. Wesh rakum? بنت الله عندك مرأة. سلام. wesh rakum? Toute la famille attendait son retour. Capitaine de bateau la nuit, maîtresse de maison le jour. Ça, c'est notre cuisine. C'est ici qu'on va faire la paella. On a le poulet. Alors on a le poulet, le piment. Ah ça c'est plein de vitamine C. On a du poisson aussi, des calamars. Le poisson, c'est la base. Le poivron, découpe-le en petits morceaux. Dis-moi comment tu veux les tranches. Tu sais mieux que moi et tu me demandes comment faire. Mais non, je sais pas. Mais si, je suis sûre que tu es un bon cuisinier. Voilà. Tout le monde sur le pont. La paella est un plat unique et un sport collectif. C'est ça aussi, il y a la convivialité. Quand vous avez les enfants tournent, tout le monde participe. Vous avez cette chaleur familiale, typiquement algérienne. Hein? Conviviale, mais efficace aussi. Il y a un capitaine, et ça se sent. Tu les coupes en petits morceaux, parce qu'on va les saisir dans le bill. Baisse-moi le gaz, mais juste un petit peu. Il va y avoir du monde. Il y a du monde, il y a des crépitements. Le riz est devenu nacré. Ajoutez le veau fricassé, les calamars émincés. Ça, c'est très important, ça. Voilà. Faites revenir dans un bouillon de poisson. Et pour finir, déposez les grandes crevettes. On ne touche plus. La paella ne nous autorise pas à la toucher maintenant. Le temps que le riz se fige, c'est tout. ان شاء الله ما يقولوا علينا والو ياكلوها. La paella de Fatima. ربي يعيشك يا فاطمه سي فورميدابل. فاطمه كيفاش تسربيو هذه؟ بسم الله. نبدو بالضيف. لا معليش. ثاني واحد منكم. L'invité, c'est le premier. بيجوا عندنا ضياف نخرجوا كاع. طيب ولا بايله في البر؟ برا في الغابه تجي شابه. قليل ونديروها في الدار قليل بزاف. Formidable. C'est pas vraiment difficile de gérer un mari, gérer les enfants, gérer le bateau et l'intérieur de la maison. C'est dans ma nature. Je ne sais pas me reposer. Si je passe la nuit sur le bateau et qu'ensuite j'ai des invités à la maison, je vais m'occuper d'eux comme si je n'étais pas sortie en mer. J'oublie mon métier et je les reçois comme une vraie femme au foyer. C'est pas vrai. Mais cette femme, il n'y a pas deux comme elle. Son moule, ils l'ont jeté. Ils l'ont confectionné dans un moule et l'ont jeté. On n'en fait plus comme elle. Au revoir, Oran. Nous reprenons notre voyage vers l'Est.
Très vite, la ville n'est plus qu'un souvenir. Vue du ciel, l'Algérie est parfois étrangement déserte. Pas de paillotes sur les dunes, pas de serviettes sur les plages. Comme si l'homme n'avait jamais posé le pied sur ces rivages. Ou comme si, au contraire, il les avait fuis. Un mystère que nous allons élucider avec Samia, notre plongeuse. Salam alaikum. Salam. C'est sympa comme tout. Ouais. Vous avez mis des couleurs sur la plage. Ouais. Vous avez mis de l'ambiance. Vous venez de loin? Là, il y a 2 gars d'Oran. Il y a des gens d'Oran, il y a des gens d'Alger. Vous êtes combien à faire du kite en Algérie, en moyenne? Alors, vous êtes combien, vous, sur Oran? 1, 2? On est 2-3. 2-3. Nous, à Alger, on doit être... au jour d'aujourd'hui, on doit être une... Dizaine? Non, plus. On doit être entre 15 et 20, je pense. 15 et 20. Après, ailleurs, je crois qu'il n'y a personne. Une vingtaine de pionniers pour un pays de 40 millions d'habitants. Pourquoi si peu? Le kite coûte cher, mais la vraie raison est ailleurs. Il faut remonter à la décennie noire, à cette guerre civile qui a traumatisé l'Algérie dans les années 90. La paix est revenue depuis 12 ans, mais les réflexes sont toujours là. Ne pas sortir, éviter l'obscurité, rester sur les grands axes. Même aller à la plage demande comme une rééducation. Durant une période qui a été relativement dure, on dira, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. On n'avait pas accès à... je pense qu'on n'aurait pas pu être là. On ne pouvait pas rester comme ça tranquille, sans avoir peur d'être agressé, d'avoir des gens qui surgiraient de quelque part, qui viendraient nous égorger ou nous agresser. Donc c'était inconcevable, on n'y pensait même pas. Et c'est vrai que pour nous, c'est une bénédiction de revivre. Là, on réémerge d'une douloureuse période. C'est pour ça que maintenant, on se réapproprie cet espace, notre espace marin. Lâche, 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 lâche. Ici, le vent a gardé un nom espagnol, c'est le leveche. Il est parfois brutal et le matériel souffre. Ma ligne s'est cassée. Alors, j'ai fait un nœud. Mais oui. Le problème que j'ai, c'est que si je fais le nœud là, automatiquement, mon aile va s'orienter plus sur la touche. Il faut reprendre la même longueur et puis réduire. Oui, réduire. Réduire d'autant. C'est un peu le système D, des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il y a pas de... Alors à chaque fois une ligne, c'est un drame, quoi. Une ligne, c'est une aile qui ne vole pas. Alors on n'a pas de matériel de rechange, quoi. Donc on est toujours en train de bidouiller ceci avec cela. Bon, on sait que c'est pas trop recommandé, c'est pas trop aux normes. Même rafistolés, les ailes des kiteurs ont attiré la foule. Les ados du coin roulent de grands yeux. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça. On n'a pas trop l'habitude de voir des activités pareilles. On aimerait bien que maintenant ils reviennent tout le temps. On rêverait de faire ça. Nous, on n'a pas des jeux comme ça. On n'a que le ballon pour s'amuser. Avoir 20 ans en Algérie. Entre le chômage et les interdits, pas facile de se trouver un horizon. Il faut vraiment privilégier ce genre d'activités qui remplissent, qui embellissent la mer et qui apportent tellement de sensations. Il faut qu'on meuble cette mer qui est restée vide pendant très longtemps.
Il y a un endroit plus à l'est où la mer n'est pas vide. Elle est même habitée depuis longtemps. Voici Tipaza, à 300 km d'Oran. Sous l'Empire romain, la ville avait la même taille qu'aujourd'hui, 20 000 habitants. Il en reste des vestiges exceptionnels. Bien rectiligne, voici l'avenue principale. Tout autour, de riches villas avec vue sur la mer. Un amphithéâtre pour se divertir. À ne pas confondre avec ce curieux cimetière circulaire. Et il reste encore à fouiller, encore à découvrir. L'histoire, ici, garde ses mystères. Pour qui fut construit ce tombeau en retrait du rivage? Peut-être pour la fille de Cléopâtre, mais rien n'est prouvé. Tipaza a une autre curiosité, cette crique en forme de corne, la Corne d'Or. C'est un village de vacances. Et c'est ici que travaille Samia, notre plongeuse. Dis-moi. Alors Imen va faire son baptême aussi. T'es toute jolie avec ta tenue. Ça va la faire? Ça se passe bien? Mila, tu vas y aller? Ou la Imen? Tu vas t'en Mounir? Ça va? Et toi, ça a été? C'est vrai? T'as plu? T'as plongé avec Mounir avec elle? Aujourd'hui, c'est le fils de Samia qui fait passer les baptêmes. C'est la bouteille avec laquelle on va descendre. Ce que tu vas faire, c'est la mettre comme un sac à dos, dans un gilet. Une relève toute trouvée pour la fondatrice du club, Samia, la première femme plongeur d'Algérie. Bon, je suis là quand même depuis 88. J'ai dû faire des milliers de baptêmes. J'ai failli avoir des écailles, j'ai failli développer des nageoires, tellement que j'en ai fait. En fait, les gens de Tipaza, ce sont des gens de la mer. Ils connaissent la mer, mais ils ne connaissaient pas la plongée. C'est une femme qui est venue leur apprendre la plongée. Donc voilà, c'est venu comme ça. Après, on m'a accepté, on m'a adopté et on m'a respecté. C'est la pleine saison. Les affaires de Samia marchent bien. Mais la plongée, pour elle, est bien plus qu'un business. C'est une philosophie qu'elle partage avec ceux qui en ont le plus besoin. Ce matin, une dizaine de petits stagiaires débarquent pour une semaine. Aslama, salut, Mimi, comment va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Salut, Karima. Voici Karima. Salut. Karima et ses copains sont des ados orphelins, sélectionnés parce que bons élèves. Samia va leur apprendre à plonger. Hop, allez. À peine arrivé et déjà dans l'eau. Et devinez ce qu'écoute Karima en ce moment. Je connais le Wai-Wai. Le tube de Mohamed, notre chanteur. Comment tu es arrivé à l'orphelinat? Je sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas de souvenir. Non, je sais pas. On était tout petits, on sait pas. On était tous petites. Nos parents, c'était des gens qui n'avaient rien et qui préféraient laisser leurs enfants pour qu'ils vivent mieux et qu'ils aient une éducation. Alors, enfant, pour la plongée, il n'y a pas de rhume, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mauvaise nuit, il n'y a pas... Arslan, tu enlèves les écouteurs de tes oreilles, tu m'écoutes pas. Donc, on va mettre le nouveau matériel. On va commencer à s'équiper. Tranquille, hein, on n'oublie rien. Allez. Le club vient de recevoir des équipements neufs, offerts par une ONG. Voilà ma combi, toute neuve. On dirait que Karima et sa bande ont trouvé une bonne fée sur leur chemin. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a de la chance parce qu'on est là avec Tata Samia. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette chance-là. Tu l'appelles Tata? Oui. Elle nous appelle mes enfants. Comme nous sommes ses enfants, donc elle est notre mère, on peut dire. La deuxième mère. Rami. Allez. Wahid. Alors, Arwah. Bien.
1, 2, 3. On va plonger, on va aller un peu vers la profondeur. Donc le souci, c'est la stabilisation, uniquement la stabilisation. Je cherche à être en équilibre sans être trop lourd ni être trop léger. À la seb, qu'est-ce qu'on doit surveiller pendant la plongée? Le binôme. Rester en binôme, ça hazit. Le moniteur. Rester à côté, bon, suivre le moniteur, bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit signaler en premier lieu par rapport à la consommation? La mi-pression, 100 bars. Et après la mi-pression 50 bars. 50 bars. La réserve à 50 bars. Très bien. OK, c'est bon? On est bien. Première plongée. Sous l'eau, les gestes de base ne sont pas si simples. Il faut d'abord apprendre à respirer. Puis savoir descendre. Lire son profondimètre sans se tromper. Et se mouvoir malgré son équipement. Les stagiaires sont descendus à 20 mètres. Un coup d'œil sur la faune et la flore. Et il faut remonter. Et ça aussi, ça s'apprend. Retour à la base. Et enthousiasme dans les rangs. Avec ses ados parfois difficiles, Samia a réussi son coup. Peut-être parce qu'elle a su trouver les mots. Je leur ai raconté ma propre enfance, parce que mes parents étaient séparés, étaient divorcés. Donc j'ai dû grandir à partir de 9 ans, j'ai grandi sans mon papa. Mais ça m'a rendue plus forte, parce que j'ai dû tout apprendre. J'ai fait du judo très jeune pour défendre mes jeunes sœurs. J'ai fait tous les sports pour être plus forte comme le garçon qui n'avait pas à la maison. Et voilà, je voulais leur transmettre ma propre expérience pour leur donner du courage et leur dire que dans la vie, on avait toujours une chance qu'il fallait saisir. Et eux, ils sont chanceux. Saisir sa chance. Un stage, un diplôme, et peut-être encore plus. Samia a une idée derrière la tête. Essayez de vous rappeler le premier jour où vous avez commencé, comment vous étiez, et maintenant comment vous plongez. C'est ça notre bonheur. Bravo! On va commencer en rose avec Mademoiselle Karima Benchatou. Marhaban. Hamrish Walid. Tiens, tu lui donnes. Voilà, c'est bien, allez. Barak Alik. Yanis, allez, voilà. Moi, je veux juste dire un mot. Maintenant qu'on a le diplôme, je vous invite tous dans mon futur club de plongée. J'ai découvert qu'il y avait un autre monde qui existait, celui de la mer et des poissons. Comme les poissons. Je vais faire un club. Je vais créer mon club de plongée et je vais montrer aux jeunes tout ce que j'ai appris. Toute la joie que ça m'a fait. Je voudrais qu'ils la ressentent aussi. On a une grande côte, une longue côte, où il y a possibilité pour chacun. Il y a une panoplie de métiers qui les attendent. Il y a Fatima qui veut faire de la biologie marine, Wahid va être soudeur. Ils ont leur place, comme ils figurent parmi les pionniers, je pense qu'ils ont vraiment leur place. Trouver un job en Méditerranée, sous l'eau, comme les stagiaires de Samia, ou bien au bord de l'eau, dans un hôtel. La mer serait un immense réservoir à emploi. Mais c'est comme si l'Algérie regardait ailleurs. Sur le littoral, le premier des métiers reste le même qu'autrefois. La pêche.
très loin devant le tourisme. Au large, quelques pétroliers, des cargos, mais surtout des chalutiers ou de simples barques. Voici Boiroun, notre prochaine étape. 25 km à l'est de Tipaza. C'est le deuxième port de pêche du pays. Il y aurait ici une tradition étonnante. Abdel, le cuisinier, nous attend sur place. Mais il a fixé le rendez-vous à minuit. Minuit, le port comme en plein jour. Les bateaux commencent à rentrer. Abdel se faufile. À la lumière des téléphones, on la mesure, on la jauge, on la compare. La sardine. Oui, là-bas. Du printemps à l'été, c'est la petite reine de la criée. La criée, à Boiroun, est un théâtre unique. Il y a 3 types d'acteurs. Les pêcheurs, les acheteurs et les gens comme Halim. C'est un mandataire, un intermédiaire. Il vend au plus offrant pour le compte du pêcheur. Halim est le plus gros mandataire de la place. Attention, les enchères vont commencer. Monte. Plus. Encore un peu plus. Vraiment du jamais vu. Un petit truc, c'est tout. Au bout de la langue. Les gens regardent, voilà. C'est pas possible. C'est une criée sans cri. On devrait plutôt dire une chuchotée. Halim, vous avez eu des premières offres dans l'oreille? Ouais. Et alors? Pas encore. C'est-à-dire? Je suis pas satisfait du prix. Halim fait monter les enchères. Mais s'il est trop gourmand, les acheteurs iront voir ailleurs. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe, Halim? Bah, jugé, c'est bon, j'ai vendu. La cargaison est partie à 2500 dinars la caisse, soit environ 1 euro le kilo. J'ai entendu personne donner un prix. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui chuchotaient. Ils disaient, je me suis dit, il est en train de lui dire donne-moi 1 kilo pour mon truc personnel, mais en fin de compte, ils sont en train de faire des prix. C'est une criée à l'oreille, on l'appelle à l'oreille, parce que c'est vrai, il le chuchote à l'oreille. C'est une tradition de père en fils. C'est héréditaire. Et pourquoi c'est silencieux et pas à la criée? Pour ne pas semer la pagaille. Parce que les gens de la Méditerranée, d'origine nerveux. Voilà. Voilà ce qui fait le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'ils sont un peu nerveux, ces chuchoteurs. Une nouvelle cargaison vient d'arriver. Des sardines d'une qualité exceptionnelle. Du coup, on en oublierait presque de chuchoter. Finalement, pourquoi ne pas parler à voix haute? C'est Abdelkader, le doyen de la criée, qui va nous affranchir. La tradition remonte aux années 70. À l'époque, l'Algérie était socialiste. Il y avait un contrôle de prix. À cette époque, il était à 20 dinars ou à 10 dinars. Il ne dépassait pas le plafond.
qui ne dépassait pas ça. Alors, il y avait à l'oreille. Alors celui-là, il me donnait, il faisait 20, il me donnait 25. 25. 25. Un plus. Un plus, là, 2 plus. Et sur la facture, je mets 20 dinars. Très bien, très bien. Je vois pourquoi. Ah oui, ça c'est une bonne information. Je fais le prix de la taxe. Et les 5 dinars ou les 10 dinars qu'ils me donnent, ça, je donne, c'est à part. C'est un plus que personne ne connaît. Parce que c'est pas l'officiel. C'est pas l'officiel, C'est voilà. pas l'officiel. Voilà. Et aujourd'hui, la tradition a du bon, et certains disent que le fisc ne voit pas tout. Pour quelques sardines de moins, et pour quelques dinars de plus. Entre Boiroun et Sidi Fredj, le prochain port sur la côte, c'est le jour et la nuit. Nous nous sommes rapprochés d'Alger. La capitale n'est plus qu'à 30 km, et ça se sent. Sidi Fredj est un peu bling-bling. C'est le Saint-Trope de l'Algérie. Un petit Saint-Trope. Nous retrouvons Mohamed, notre chanteur. Avec son dernier tube, le petit gars d'Oran est maintenant connu dans tout le pays. C'est bon? Merci. Allah ya'tik al-khair, khoya. Salam alaikum. On me reconnaît partout. Ça prouve que les jeunes aiment bien faire la fête. On est en août, il fait très chaud. Beaucoup de gens viennent ici en vacances. Il y a des étrangers et aussi des Algériens de tout le pays. Mohamed va faire une sortie en mer. Il est invité sur un yacht par des amis. Qu'est-ce que je fais? Moi, je viens là. C'est la jeunesse dorée d'Alger. Ils ont de la chance et ils le savent. Je dirais que par rapport à certains, on est privilégiés. Avec notre star à nous dehors, c'est nous. Avec Mohamed avec nous. Voilà, on rigole bien et tout, c'est cool. 2 de ces jeunes ont voulu être floutés. Pourtant, rien de scandaleux dans cette balade. Juste le plaisir de se mettre à l'eau et au soleil. Mais c'est déjà trop pour le candidaton. Par rapport aux mentalités et tout ça, on subit aussi une certaine pression. Il y a vraiment un décalage, par exemple, entre nos parents et nous. Cette mentalité n'est pas vraiment adaptée à ce qu'on veut, nous, en fait. En bateau, en fait, ça m'évacue un peu du regard des autres. Quand je suis à la plage, il y en a qui te jugent par rapport à ta tenue vestimentaire, à ta façon de parler, à ta façon d'aborder les gens. C'est plus compliqué à la plage, en fait. Voilà, c'est plus compliqué. Une fille sur une plage, un garçon lui fera des remarques déplacées, ou il la regardera de travers. Elle aura honte, alors même qu'elle a simplement mis un 2 pièces. Avec ma musique, je fais passer des messages. Par exemple, je m'en fiche de savoir si une fille a eu des histoires avant. Je crois que ça peut aider les gens, surtout avec le succès de ma musique. Tout ça, ça peut décomplexer la jeunesse, ça peut faire avancer les esprits. La majorité تاع الناس يديروا عليها. Il faut pas être borné. Pas mal. Ils s'amusent. C'est de leur âge et c'est de leur droit. Au moins qu'ils nous le donnent en retour uniquement pour les examens. C'est tout ce qu'on attend. Qu'ils travaillent bien à l'école. Ailleurs, ces images seraient banales. Elles sont presque insolites en Algérie. Pendant la guerre civile, il n'y avait que les contrebandiers qui se risquaient en mer. Du coup, le simple fait de naviguer faisait de vous un suspect. Depuis, la plaisance a pris beaucoup de retard. Sidi Fredj est la seule marina de tout le pays. L'Algérie, pour nous, on a investi beaucoup dans d'autres domaines, mais on n'a pas. Ça reste vierge. Le domaine du loisir côtier, ça reste vierge. Elle est grande, la côte algérienne, c'est plus de 1600 km de côte.
Il faut qu'on mette le paquet pour pouvoir un petit peu rattraper plus ou moins, je dirais, nos voisins. L'Algérie est un géant méditerranéen, mais un nain touristique. La faute peut-être à la bureaucratie. Partout dans le pays, la majorité des hôtels appartient encore à l'État. Il n'y a pas assez de lits. Il faudrait construire. Et du ciel, on voit le danger. En théorie, la loi littorale interdit de bétonner à moins de 100 mètres de la côte. Visiblement, certains ont pris quelques libertés. Nous approchons d'Alger. Et voici un autre défi sous nos yeux. La surpopulation. Sur toute la côte, les immeubles poussent à vue d'œil. Des quartiers clés en main, bâtis par des ouvriers chinois. 90% des Algériens vivent sur le littoral. Une pression énorme, avec un risque évident de pollution de la Méditerranée. Nous voici à Alger, la plus grande ville du Maghreb. Une baie fermée par des collines et sculptée par l'histoire. D'un côté, le mémorial du martyr, hommage au sang versé pour l'indépendance. De l'autre, Notre-Dame d'Afrique, héritage des premiers colons français. Avant d'être algérienne, Alger fut phénicienne, romaine, vandale, ottomane. Alger la Blanche. Pour un œil français, elle est étrangement familière, avec ses façades haussmanniennes. Flowers and us are much alike. As stunning and fragile we were. C'est ici que Samia, notre plongeuse, a grandi, avec sa sœur Lila. C'est notre quartier d'enfance où toutes les sœurs avons vécu ici et on adore flâner ici. Ma grande poste, c'est l'histoire de notre papa. Ouais. Papa était un ancien postier. Bon, auparavant, il habitait la Casbah, mais après l'indépendance, il est venu ici. Les grands-parents de Samia étaient donc de la Casbah, une ville dans la ville. C'est un ancien boulanger. Là. Samia n'y est pas retournée depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas si Samia va se souvenir de... Moi, je connais montée, je crois qu'il y a une montée, là, 1, 2, 3, peut-être la troisième ou la quatrième. C'est toi qui vas nous guider. Je vois. C'est vraiment, il a habité même à les autres. La Casbah, ça monte. Et c'est un labyrinthe. 50 000 habitants qui regardent le temps glisser sur les pierres ou qui marchent vers une destination connue d'eux seuls. Casbah, en arabe vieille ville ou forteresse. Une mosaïque de ruelles, d'ateliers et de palais ottomans. La Casbah est classée au patrimoine mondial de l'humanité, mais elle manque de panneaux. Samia a du mal à retrouver la maison de sa grand-mère. Attends, il faut me souvenir un peu. Ouais, ça y est, je crois que c'est... Ouais. Ça fait tellement longtemps. Pas facile de retrouver une adresse. La Casbah fait une centaine d'hectares, mais cache des millions de recoins. Pendant la guerre d'Algérie, les résistants y ont combattu les Français.
30 ans plus tard, les islamistes s'y sont réfugiés à leur tour. Insoumise, la Casbah n'a pas toujours été pauvre. C'était à l'époque lointaine où elle descendait jusqu'au port, avant la colonisation. Et puis les architectes français ont coupé l'accès à la mer. Sans ce lien vital, la Casbah n'a plus jamais été la même. Ça y est, Samia touche au but. Je crois que c'est pas loin d'ici. Salam alaikum. Croyez la rue des Dates. La rue des Dates, c'est juste là. Ah d'accord, صحيح. Tout s'est effondré. Oh là là. C'est ici. Je pense. Oh là là. Oh là là. La maison, elle est toute fissurée. Je crois qu'ils essayent de la soutenir, mais elle va céder. Cette fenêtre, c'est la cuisine. Et là, c'est la chambre. Il y avait une belle terrasse. Oui. Il y avait du jasmin qui donnait sur le balcon. Ça a beaucoup changé depuis la dernière fois? Oui. Ben déjà, oui. C'est moins beau, tout est fermé. Déjà, c'est choquant. Voyons ces poutres-là soutenir cette maison, c'est choquant. C'est un peu notre enfance, c'est un peu notre histoire qui tombe en ruine. Comme la Casbah, je vois tout est béant, tout est ouvert. Avant, on ne voyait même pas les rayons de soleil rentrer. La Casbah est éventrée, malheureusement. La Casbah est une vieille dame et elle tient sur des béquilles. Mais il y a quand même de l'espoir. Les enfants de la Casbah se battent pour la sauver. Ouria est architecte. Comment on les restaure? Regardez, les colonnes, les chapiteaux, les pierres, tout est récupéré pour reconstruire la maison. On reconstruit donc les détails des portes. Pour ça, on va chercher des artistes de l'école des Beaux-Arts. Donc, pour la reconstitution des portes, sur les 8000 maisons qu'il y avait à la Casbah, il n'en restait que pratiquement 1200 au lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, ce patrimoine, il n'en reste peut-être que 900. C'est la décrépitude totale, c'est l'oubli, c'est le déni. Et je trouve ça malheureux. C'est pour ça que je me bats. Ouria veut restaurer 40 maisons en faisant travailler les artisans de la Casbah. Peintres, céramistes, menuisiers, comme Khaled, qui travaille avec son fils. Tout ça, c'est pour moi? Oui, ce sont les piliers. Mais celui-là, il n'est pas encore terminé. Je le commence à peine. Je commande les garde-corps, la moulure des portes, le déventure des portes d'entrée. On lui dessine le modèle et on lui demande de nous reconstituer exactement la même chose. Et il travaille très très bien, il est très méticuleux. Et il faut l'être méticuleux quand Ouria commande des moucharabiés, ces volets de bois ajourés qui dissimulent les femmes au regard. À quoi ressemblaient toutes ces maisons avant qu'elles ne s'abîment? À ceci. Voilà, là je suis chez moi, dans ma maison familiale, là où j'ai grandi, là où mes parents nous ont élevés. Il a fallu beaucoup de travaux pour restaurer cette maison vieille de 200 ans. Faïence de Tunisie, balustrade en bois du Liban. Ouria a tout fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, c'est un bijou de décoration et un oasis de fraîcheur dans la chaleur d'Alger. J'ai quitté cette maison, j'avais 15 ans et je suis revenue parce que ma mère à chaque fois me tarabustait, me dit la maison de tes parents, tu dois pas la laisser. Donc je suis revenue, je l'ai restaurée. Je me sens très bien ici parce que j'ai plein de souvenirs.
C'est très important. À petite touche, Ouria retrouve l'âme d'Alger. Et ça passe aussi par la musique. Le son de la Casbah, c'est le shahabi. Parmi les invités ce soir, Khaled le menuisier et Samia, notre plongeuse. Debout, tonton Zoubir, debout, laisse les dames s'asseoir. Ça va, José, asseyez-vous. On l'a dans le sang, on a été bercé avec cette musique, on a grandi avec cette musique, on l'écoute tout le temps pendant tous les mariages, les fêtes, surtout avec ce cadre, dans ce cadre typiquement algérois. Dès qu'on l'écoute, on a la chair de poule. Nous reprenons notre voyage. Il y a 1600 km de côte en Algérie. Alors, quelle image retenir? On se croirait parfois en Camargue. Et parfois en mer Rouge. Il y a des falaises qui ressemblent à l'Irlande. Et des plages de Robinson, comme aux Antilles. On voit des lacs salés, des montagnes abruptes et des criques déchirées. Une variété de paysages qui donnent le vertige. À l'est d'Alger, des forêts entières se jettent dans la mer. C'est le massif de la Gouraya, en Kabylie. Un parc naturel à 200 km de la capitale. Pas de traces humaines, sauf cette entaille dans la falaise. Un sentier pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. C'est ici, à 100 mètres au-dessus du vide, que nous rencontrons Karim avec ses amis. Karim, notre nouveau personnage clé. Karim est écolo, et on comprend pourquoi. C'est un lieu tranquille, inaccessible par la voiture d'abord. En même temps, d'une richesse incroyable. Il y a des singes, il y a la nature, il y a la mer. On a un trois zones, si vous voulez, de condensation de bien-être. Voilà. C'est vraiment une vraie carte postale. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est juste seul au monde. Enfin là, vous n'êtes pas tout à fait seul en fait, là. Ils nous accompagnent, allez, viens. Eux, ce sont les vrais habitants du parc? Exactement. Un singe magot, le seul singe de Méditerranée. Il y en a un demi-millier dans le parc. On essaye de les préserver, de prendre soin. Il ne faut pas leur donner à manger, il faut juste les voir comme ça. Le clou de la balade est un peu plus loin. Le sentier s'approche d'une curiosité naturelle, le Cap Carbon. De face comme ça, on a l'impression de voir un lion qui s'abreuve de l'eau de mer. Nous, en tant qu'association ARD pour la protection de la nature, on se bat pour donner aux générations futures ce genre d'endroit qui est vraiment magnifique. Sur la crinière du lion, des ingénieurs italiens ont construit il y a plus d'un siècle le phare le plus haut du monde.
Sa lanterne culmine à 242 mètres au-dessus de l'eau. Encore plus haut, encore plus beau, le pic des Singes, qui domine toute cette région de Petite Kabylie. Chaque année, 8 millions de visiteurs viennent s'y ressourcer. Une chance pour l'économie, un risque pour l'écologie. Justement. Mais les montagnes, on les voit bien. Il faut quadriller ces touristes-là qui viennent en masse parce qu'on retrouve des déchets un petit peu partout. Les plages, elles sont souillées, elles sont salies, mais on ne peut pas contrôler 8 millions de touristes comme ça. Il faut vraiment un dispositif d'encadrement de ces touristes-là. Il y a les touristes, mais aussi les riverains. Béjaïa, la grande ville voisine, n'est pas un modèle de propreté. Le littoral sert parfois de décharge sauvage. Mais ce serait compté sans Karim et ses petits soldats. Allez, go, 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 go. Balak ton Nobel. D'abord, un bataillon de militants. Bien. Ça va les examens, oui? Allez, allez. Et puis, toute une légion d'écoliers. Salut. La pollution n'a qu'à bien se tenir. Quelle école? L'école? Les Colombes. Les Colombes. Voilà, c'est l'école des Colombes. Les Colombes. Alors, vous devez apprendre quelque chose de très important. Écoutez bien. Sans nature, pas de futur. Sans nature, Pas de futur. sans nature, enthousiasme. Bravo les filles. La moustaqbal, bila tabia. La moustaqbal, Bila tabia. bravo les filles, bravo. Allez, venez. Allez, go, les casquettes. N'oublie pas ta casquette. Où est ta casquette? Va ramener ta casquette. La moustaqbal, Bila tabia. la moustaqbal. Bila tabia. Aïe, suivez le clown. Suivez le clown. Vous êtes content de la mobilisation? Vraiment content de la présence de ces écoliers. Il y a même les scouts marines qui viennent d'arriver. Il y a un bon enthousiasme et voir plus en plus de monde, ça prouve qu'un éveil se crée et vraiment se développe ici à Béjaïa et un petit peu ailleurs en Algérie. Voilà, salam alaikum. On est venu pour faire une opération surtout de sensibilisation. Vous n'êtes pas des agents de nettoiement. Vous êtes ici pour apprendre le bon geste. Le bon geste pour les générations futures. On est là pour essayer de sauver cette nature qui est vraiment magnifique et riche. Merci à vous. La moustaqbal! La moustaqbal! Direction Boulimat, une plage très fréquentée. On va essayer de diviser nos deux groupes à gauche et à droite pour essayer de faire contourner toute la plage. Et apparemment, la mer est propice à la nage. Hein. Alors, on va essayer de gérer les groupes pour qu'on ne cède pas à la tentation. Les sachets. Les sachets. Les sachets. Balak Djaja, ne touchez pas au verre à l'ouach Mziano. Voilà. L'été approche. La foule sera là d'ici 2 semaines. Aujourd'hui, il n'y a qu'un couple sur la plage, des habitants de Béjaïa. À Béjaïa, on est inondé d'ordures. C'est la vérité ou pas? Il n'y a pas que les plages, il faut le dire. Il faut impliquer les autorités. Il faut que les autorités comprennent qu'on a un problème énorme. Nous, on a vu des gens jeter des ordures n'importe où, dans le web, n'importe où. C'est ça. Non, on souffre. Hein. À Béjaïa, c'est un grand point noir.
Mais il faut toujours que les gens sachent bien que c'est pas bien de jeter ça sur la plage parce que c'est une place touristique, je pense. On va un peu explorer ce qu'il y a dans ce qu'on vient de ramasser ici à la plage de Boulimat. Voir, on a des tissus, on a des t-shirts, vieux t-shirts jetés, du plastique, beaucoup de plastique. On a aussi des canettes de bière et on a même des petites claquettes de jeunes filles roses, tout beaux, qui sont intactes. Je vois pas pourquoi on les a jetées, mais voilà. Les gens, s'ils consomment quelque chose, ils doivent prendre avec eux des emballages et laisser tranquille la plage. Voilà. C'est la fin de la journée. La plage est propre. Ça mérite bien une petite récompense. Les amener en bord de mer, ils nagent pas, donc ça fait un petit peu punition. Sorte de punition. Donc là, c'est la récompense après l'effort. Oui. Ça y est, l'été est là. Béjaïa attend ses premiers touristes. La capitale de la petite Kabylie a du charme, avec sa fameuse place Guédon, tout en balcon. Ses vieilles murailles et son fort espagnol, aujourd'hui un musée. Sur le port, les ferries sont pleins. Celui-ci vient de Marseille. 2000 passagers, 700 voitures. Bonjour madame, bonjour. Allez-y, il y a un bus qui vous attend madame. Content d'être en Algérie? Très content. Vous venez d'où? De La Rochelle. On venait avec plein de cadeaux pour la famille. Ah oui, on a des mariages, on a plein de choses. Donc on est plein de cadeaux, quand on rentre, on est plein aussi. Alors, content d'être là? Super. Ouais. On adore. On va se ressourcer par rapport aux origines et tout. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances? Aller à la mer, s'amuser, aller voir la famille. Inch'Allah, on va en profiter le maximum. C'est la fête qui commence un peu? C'est la fête. Ah ouais. Ici, c'est le pays où il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc pas de facture, pas d'accusé de réception. On est vraiment tranquille, peinard. Direction Tichy, de l'autre côté de la baie. Un long ruban de sable, 10 km de plage. Tichy, c'est l'Algérie en miniature. Une micro-société sous le soleil. Il y a ceux qui louent des villas. Et plus loin, ceux qui dorment sous la tente. Le peuple des villas s'amuse avec les dernières attractions. Le peuple des tentes fait juste trempette. Côté villa, une plage privée, très mixte, où les bikinis fleurissent. Côté tente, une plage publique où les femmes sont rares et toujours couvertes. Les Français débarqués du ferry se retrouvent tous côté villa. Comme Karim et sa famille. À vos marques. Oh là là, tu viens d'où? Et toi, tu viens d'où? De Paris-Courbevoie. Paris-Courbevoie. Bah voilà, on a le 94, 92. Et Lana, toi, t'habites où, toi, Lana? Lana, t'habites où, toi? À Saint-Maur, ouais, donc 94. Toi, t'habites où? À Clichy. À Clichy, Clichy-la-Garenne. J'ai l'impression que c'est le coin français, ouais, j'ai un petit peu cette impression-là. Donc ouais, c'est la génération de mon fils qui commence à connaître l'Algérie, donc c'est bien, c'est bien. Karim et sa femme Sabrina sont tous les deux d'origine kabyle. Ici, il y a pour tous les goûts. Celle qui veut mettre son foulard, elle met son foulard. Celle qui va être en maillot de bain, elle se met en maillot de bain. Voilà, chacun fait comme il veut. La mentalité un peu plus libre en Kabylie, ouais, je pense. C'est un point commun avec la région d'Oran. Souvenez-vous du début de notre voyage. L'envie de défendre jalousement une certaine idée de la liberté. L'Algérien sait s'amuser, il n'y a pas de souci là-dessus.
Maintenant, il n'a pas tout le temps eu la possibilité de le faire. Aujourd'hui, et même depuis assez longtemps maintenant, les gens, tous les vendredis, pratiquement, viennent à la plage et tout. Ils viennent en famille, mangent sur la plage. Donc c'est devenu quand même quelque chose d'assez sympa à savoir et à voir. Se dire que de l'autre côté de la Méditerranée, ils s'amusent aussi, quoi, voilà. On s'amuse, mais il y a des limites à respecter. Sur la plage publique, la plage détente, la police veille au grain de sable. Allez les jeunes, vous gênez le passage. Enlevez-moi ça. Le policier en profite. Il cherche du cannabis. Un peu plus loin, un buveur de bière vient d'être pris sur le fait. Petit sermon. On n'a pas le droit de boire ici. C'est un lieu public. Tu sais bien, il y a des familles ici. C'est interdit. Le jeune homme part au poste. Boire de l'alcool n'est pourtant pas illégal. Qu'aurait fait la police face à un bikini? Il y a décidément deux mondes à Tichy. Mais c'est cette plage publique qui ressemble le plus à l'Algérie. Notre plage privée est une exception. C'est les meilleurs moments. C'est la fin de l'après-midi. Il fait pas trop chaud, les gens ils sont tout détendus. C'est une autre ambiance de la plage encore. Hey, I got your number, and I know that you got mine. You can call me baby, you can call me anytime. Call me. Quand la nuit tombe à Tichy, une autre journée commence. Dans la foule, Marwan, Brahim, Moa et Wissam. 4 copains venus d'Alger. Ce soir, ils cassent leur tirelire. Il y a un concert et l'entrée est à 10 €. Merci. La petite bande vient pour la musique. Et pour les filles, bien sûr. Une ambiance à l'occidentale qu'ils ne connaissent que par la parabole. Ici, c'est bien, l'endroit est super. C'est vivant, il y a des soirées, des restos, la plage, il y a tout. On adore cet endroit. Nous, l'hiver, on déteste la vie qu'on a. Alors, quand on vient ici, on en profite. Nous, les jeunes d'Algérie, on est en manque de sorties. On est frustrés. On n'a pas grand-chose à faire. L'été, c'est bien, mais l'hiver, il n'y a rien. Et maintenant, on va mettre le feu avec le rail là-dedans. Ambiance bon enfant. Il n'y a pas d'alcool. Ceux qui voulaient boire l'ont fait dehors. Il est 8 h le lendemain matin.
Pas de grasse matinée pour nos 4 fêtards. Ils ont passé la nuit à l'auberge de jeunesse, sous la tente, parce que les chambres affichent complet. On se change pour aller à la plage. À 3 € la nuit, l'auberge de jeunesse est imbattable. Mais le confort est spartiate, et on ne plaisante pas avec le règlement. À 9h, ils viennent nous chercher. C'est comme l'armée. Il faut qu'on soit parti à 9h pétantes. C'est comme ça, il n'y a pas à discuter. C'est dur, on aimerait bien dormir plus, mais c'est comme ça. Et tu ne peux pas revenir avant 16h30. Si tu reviens avant, ils ne te laissent pas rentrer. C'est un peu strict. Pas très accueillant, c'est vrai. Et on ne peut pas y passer plus de 3 nuits. Une logique un peu administrative. L'auberge appartient à l'État. Du plus rustique au plus luxe. Voici Capritour, la première résidence privée de tout le pays. Une copropriété, construite il y a près de 20 ans. Karim a été l'un des premiers à acheter. Et il ne le regrette pas. C'est ici qu'il a rencontré Sabrina. Moi, je venais juste là et je pense que ça s'est passé vers le milieu, vers là. On est au point zéro. Moi, je partais de la pizzeria. Et puis, donc, elle est remontée de chez sa tante. Avant, donc, il y avait un petit passage par là qu'ils ont fermé. Et on s'est rencontrés là, en fait. C'est moi qui l'ai arrêté en lui disant est-ce qu'on se connaît ou... Non, un truc comme ça, un truc bidon, un truc tout bidon. Je t'appelle pas, je sais plus comment. Oui, voilà, ouais, c'était là. Je quelqu'un que je connais. Coup de foudre. Ouais. En ce qui me concerne, ouais. Je savais que j'allais faire ma vie avec lui, quoi, en fait. C'est rare, hein, mais je pense pas qu'on se serait rencontrés en région parisienne. Je pense que, ouais, il fallait faire à peu près 2000 km, ouais, et on les a fait, on s'est rencontrés. Voilà. On arrive à Ibiza. C'est juste tout droit, là. C'est toujours tout droit, Ibiza. Oui, ça drague un peu. Je pense que c'est un lieu... Ah oui, oui, on le voit. Oui, à leur manière, mais on le voit. Oui, on le voit. C'est-à-dire en sous-marin. Draguer sans faire de vagues. En Algérie, il y a des codes à respecter. Leçon numéro 1, soigner son look. Cette année, le caleçon de bain se porte sur un caleçon de ville. Et la tendance est au tatouage. Mais attention, le tatouage halal. Pas d'aiguille, mais du henné. La religion islamique, c'est interdit, voilà. C'est pour ça que les gens veulent ce tatouage, ce faux tatouage. Ils s'enlèvent avec du temps, 15-20 jours, avec la plage, tu te baignes, tu prends des douches. Après, ils disparaissent tout seuls. Les motifs préférés, les habituelles têtes de mort ou scorpions, mais aussi des logos, comme cet Iroquois, symbole d'une marque célèbre. C'est un motif d'une marque de vêtements. Ça commence, c'est la mondialisation. On voit des gens dans des autres pays qui fassent des tatouages. Alors, ils veulent aussi faire des tatouages. C'est pour être beau, c'est pour draguer. Voilà. Draguer, on y revient. Leçon numéro 2, réussir son approche. Pour ça, Karim a l'œil. Après tout, il est lui-même un ancien jeune. Mais surtout, il a la double culture. Entre la méthode française et l'algérienne, il voit toutes les différences. Comment ça se passe? Ça peut se faire sur la plage quand les gens vont nager, très simplement. Et ils essayent de se coller, tu sais, les uns aux autres pour pouvoir aller discuter avec la minette qu'ils souhaitent. Mais c'est possible, tout est possible ici en tous les cas.
Maintenant, quand tu regardes les gens, ils ont majoritairement tous un téléphone à la main en train de s'envoyer des messages à gauche, à droite. Donc j'ose espérer que derrière ça, il y a un plan drague avec une fille qu'il a vue ce matin ou encore même ce midi, je sais pas. Peut-être même qu'ils sont à côté l'un de l'autre et qu'ils se sont échangés le numéro de téléphone en l'écrivant sur le sable. J'en sais rien. C'est la leçon numéro 3. Dégainer son téléphone. Revoici nos 4 lascars. Eh ma chérie, les gars d'Alger sont là. Elle est vraiment jolie celle-là. Hein. Pour ne pas rentrer bredouille, le portable serait leur arme secrète. Moi, mon numéro, je l'écris sur un papier. Et si la fille n'est pas avec sa famille, je lui donne. Et même si elle est avec sa famille, on peut toujours essayer de s'éloigner un peu pour que je puisse lui passer. Ou alors, un gars voit une fille qui lui plaît et il lui fait comme ça. 5, 5, 5, 5, et ainsi de suite. Après, c'est elle qui l'appelle ou qui le bip, et c'est parti. Mais de la théorie à la pratique, il y a comme un petit écart. Nos 4 dragueurs vont terminer la journée comme ils l'ont commencé, en cherchant l'ouverture. Il est temps de repartir pour la dernière étape de notre voyage. C'est peut-être la partie la plus mystérieuse du littoral, le Grand Est. 400 km entre Gigel et sa renversante route de Corniche. Et tout au bout, El Kala, à la frontière tunisienne. El Kala est la mosaïque toujours changeante de son port de pêche. Entre les deux, il y aura des paysages puissants. Des paysages d'avant l'homme. Des visions sauvages. Des reliefs tourmentés. Et des phares comme un défi aux éléments. Celui-ci est posé sur un éperon qu'on surnomme le Cap de Fer, à cause d'anciennes mines. C'est un paradis pour la randonnée et la plongée. Samia, notre plongeuse féministe, est justement en route pour une exploration. Et au bout de ce voyage, elle va rencontrer Abdel, notre cuisinier poète. Abdel, le régional de l'étape. Il est né dans la grande ville de l'Est, Annaba, et il en parle comme personne. C'est ma ville chérie qui est très chère pour moi. Je l'adore, Annaba, parce que c'est une façon de vivre à l'italienne. Donc, être bien, être heureux, discuter entre eux et faire éviter tous les soucis, les tracas du travail, le stress quotidien, là. C'est trop fort, Annaba. Il y a quelque chose qui est magique. Dans les guides touristiques, Annaba n'a droit qu'à quelques lignes. Et pourtant, c'est la 4e ville du pays. Le week-end, le souk est un spectacle permanent. Et sur les étals, la mer est généreuse. Abdeslam, salut. Tu vas bien? Oui? Dis-moi, j'ai des invités ce soir, je vais leur faire un couscous. Et tu sais, un couscous façon Annaba, avec du mérou. Tu m'en donnes 2. Quel mérou? Un jaune? Elle dit qu'elle me fait l'affaire. Je t'aime, mon pauvre poisson, moi. Attends. Mais il est luisant, il est vraiment haï. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est mais super. Regarde, regarde, donne-moi cette pièce-là. Montre-moi celle-là aussi. C'est le poisson fétiche de Annaba. Donc tout le monde l'adore, tout le monde l'apprécie. C'est la Rolls de Annaba. Voilà, la Rolls de Annaba. Abdeslam, s'il te plaît, tu me prends celui-ci, celui-là, et je vais les prendre au Rabbi. et tu me les emballes.
Des mérous de cette taille, il n'en reste plus beaucoup au nord de la Méditerranée. Ce poisson protégé est victime de surpêche. Aujourd'hui, Abdel va cuisiner en plein air. Et devinez pour qui? Pour Samia, notre plongeuse. Il s'installe dans cette guinguette avec son fils. Au menu, un couscous au mérou, la spécialité d'Annaba. Voilà. On va faire un couscous au mérou. Et ça, c'est des petits poissons, c'est les cousins du mérou. Donc, c'est des poissons que le mérou mange. Il mange les oursins, les crabes. Donc, sa chair, elle est vraiment délicate. Donc, ce que je vais faire un fumet de poisson avec ces poissons et je vais couper des tronçons de mérou que je vais cuire dans la sauce du couscous et mouiller avec cette essence des petits poissons. Donc, on va avoir quelque chose de sublime. Voilà. À tout à l'heure, Abdel. Nous partons rejoindre Samia. Elle n'est qu'à 10 minutes de bateau, en train de longer la côte avec ses amis. Première mission, inventorier les épaves. En Algérie, personne n'a encore fait ce travail. On parle de 1200 épaves, c'est considérable. On peut trouver encore des galions espagnols du XVIIe siècle. Après, on trouve plus souvent des bateaux du 18e, 19e siècle, des bateaux notamment de la Deuxième Guerre mondiale. Et plus on avance dans le temps, plus il y a des bateaux plus imposants, plus grands, qui ont mieux résisté au temps. Les pêcheurs du coin ont signalé une épave. À première vue, c'est un cargo. Il a dû couler assez récemment, 20 ans, 30 ans peut-être. Pas de coffre au trésor à espérer. Mais beaucoup de poissons à observer. Ce récif artificiel grouille de vie. 80 km. Il reste 80 km de fond marin à explorer dans la région. Sans bateau, c'était impossible. Les plongeurs d'Annaba viennent de s'offrir celui-ci. Ce bateau nous ouvre beaucoup de possibilités à l'avenir, Inch'Allah. Ça fait 30 ans qu'on plonge et on découvre à chaque fois. On découvre. Cette zone, pour nous, elle est inexplorée et on va découvrir. On va vers l'inconnu, on est des découvreurs. Moi, je suis heureuse de participer c'est une expédition, en quelque sorte. Et voilà, donc on a de la chance. Invisible depuis le rivage, voici une première série de grottes. Ça, elle n'est pas accessible. Celle-là, elle n'est pas accessible. Regarde. Il y a eu une éboulis, ça s'est refermé. Il y a une autre là-bas. Donc cette grotte est accessible. Donc on pourra y accéder. Mais nos plongeurs vont changer d'itinéraire. Sous leurs palmes, ils remarquent une ouverture béante tout au fond de l'eau. C'est une autre grotte, une faille sous-marine. Et tout au bout du goulet, Samia et ses amis sont sûrement les premiers humains à se risquer jusqu'ici. Plusieurs centaines d'années, donc elles seront grandes, on sera plus là. Oui, ça va se former bien. On descend, on rentre. La spéléo, c'est bien, mais ça creuse. Samia retrouve Abdel, notre cuisinier. Salam alaikum. Salam, ahla bik Samia. Aslama, Abdel, aslama. C'est bien, ça va.
Alhamdoulilah. واش رايك؟ أنا جيت لعندنا. مرحبا بك. Je vais te faire un bon couscous au mérou بأحمر صوص حمرا. Alors on commence. يلا. Allah. يلا هاي بينا. Alors, on va les couper grossièrement. D'accord. Il y a 1001 couscous en Algérie. À l'escargot ou au dromadaire, au potiron ou à la cannelle. Pour Samia, le mérou, c'est une première. Je vois qu'il est coriace. Hein. Ça me fait rappeler vraiment la viande de mouton. On mélange pas, on mélange avec... Mais tu mélanges. Arrivée des autres plongeurs de l'équipe, par l'odeur alléchée. Eh bien, ça fait plaisir de vous avoir. L'odeur, hein, l'odeur. Non, mais maintenant, c'est juste l'oignon. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite quand il va y avoir le mérou? Parce que le mérou, vous allez pénétrer dans la mer. Hein. On est en famille, Jma. Il n'y a pas de protocole. Criez et faites sortir vos émotions. Que faut-il souhaiter à ces convives d'un soir? À Samia, la plongeuse, à Abdel, le cuisinier. Tout simplement, peut-être, que le couscous au mérou ne devienne pas un plat de roi, qu'il reste des poissons à pêcher et que la mer garde toutes ses couleurs et toutes ses saveurs. À Fatima, la capitaine, souhaitons qu'elle n'étonne plus personne et qu'il y ait un jour des filles dans son équipage. À Karima, la stagiaire de plongée, souhaitons qu'elle fonde à son tour son école pour mettre les petits dans le grand bain. À Karim, l'écolo, souhaitons que la nouvelle génération fasse la leçon à l'ancienne et que les plages restent propres. À Mohamed, le chanteur, souhaitons de conquérir l'Amérique avec son rail Made in Oran. Pourquoi pas? À Sabrina et Karim, ce couple de Français revenus au bled pour les vacances, souhaitons encore d'autres étés en Méditerranée, pour se rendre compte un jour que les rives se sont rapprochées.